Ce sont les derniers instants, c'est la descente qui est désormais officielle pour le Stade Malherbe qui était en Ligue 1 ou en Ligue 2 depuis la saison 1984-1985. 40 ans, donc un petit peu plus même, en D1 ou en D2, en L1 ou en L2 pour les Canets, c'est désormais terminé. Je crois qu'on était 18 000 à vouloir y croire ce soir, mais on avait 11 joueurs qui n'y croyaient pas. On a honte, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Douleur, déception, tristesse aussi. Et puis voilà quoi. En national, c'est abusé. On a la 15e influence de France, on se retrouve en national. C'est un truc de fou. C'est un cauchemar. C'est inexcusable, c'est inexcusable. Tu joues Marty qui est avant-dernier, c'est une ancienne équipe de N1. Ça veut dire que l'année prochaine, on va se faire taper par qui alors? Tout le monde. Tout a été mal fait depuis le début. Tout a été fait à l'envers. N'importe comment. Et bien voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Apparemment, personne n'est à l'abri. C'est triste, très triste même. On est loin de là où on voulait être, extrêmement loin de là où on voulait être. Parce que si pour certains ce n'est qu'un jeu, pour d'autres c'est bien plus que ça. Tu sens des mecs qui, au travers du football, ont essayé de se faire une place dans la société. Si pour certains ce n'est qu'un club parmi tant d'autres, pour les inconditionnels du Stade Malherbe, le déclassement du club depuis 8 ans est une véritable plaie au cœur. Et tout ce qui faisait la force de Malherbe sur une espèce de sérénité comme ça à l'intérieur du club, d'un coup, là, et puis... À ce moment-là, il y a eu une cassure, c'était la fin d'une histoire. Elle guérira un jour, c'est sûr, mais pas aujourd'hui. Sans doute pas demain non plus, car le mal est bien trop profond. Si on ne soigne pas les blessures du passé, on va continuer. Avant de trouver un remède, il convient d'analyser les symptômes, de remonter aux causes. Ce qu'on craignait s'est révélé en pire. On a tous un bout de responsabilité. Nier ça, c'est malhonnête. Quand la machine malherbiste a-t-elle commencé à se dérégler? À notre avis, à ce moment-là. Les footballeurs victimes de la nappe de brouillard et de pollution. Le match Corps-Nîmes hier soir a été annulé à la dernière minute. La raison? Eh bien, les Nîmois ne sont pas parvenus à rejoindre le stade d'Ornano car faute de visibilité, le pilote de l'avion qui les emmenait a refusé de se poser à Carpiquet. La décision a été prise à moins d'une heure du coup d'envoi par le représentant de la Ligue. J'ai décidé que la rencontre n'aura pas lieu ce soir ni demain. La commission des compétitions statuera sur le sort de cette rencontre. Ah, ce fichu Corps-Nîmes. Un dossier plein de rebondissements à l'origine d'une crise de gouvernance majeure dont le club ne s'est aujourd'hui toujours pas remis. Normalement, ils auraient dû avoir match perdu, mais par un tour de passe-passe, ou enfin je sais pas, voilà, les instances ont décidé de faire rejouer ce match. Pour un jour de gloire d'abord, puisque c'est à l'issue de ce match que Caen valide sa remontée dans l'élite. C'était magnifique, un souvenir inoubliable. C'était vraiment une super belle fête dans Nano, avec son public, son merveilleux public. Très bien, super. Maintenant, il faut y rester. On a réussi à réunir 2 fois 20 000 personnes en 3 jours. C'est une ville qui mérite un grand club. On va tout faire, chaque année je dis pareil, mais on va tout faire pour pérenniser ce club au plus haut niveau. Pour la 4e fois en 10 ans, Malherbe reprend l'ascenseur. Le peuple rouge et bleu va retrouver l'élite et espère enfin s'y fixer de manière pérenne. Oui, mais voilà, quelques mois plus tard... Plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 2 ont été placés en garde à vue. Dont les présidents des clubs de Nîmes et de Caen. Ils sont soupçonnés d'avoir demandé à leurs joueurs de lever le pied lors d'une rencontre cruciale. Si des faits de corruption, de trucage, d'arrangement ou de simples tentatives d'arrangement sont avérés, croyez-moi, les instances de la Ligue
prendront les sanctions disciplinaires ou administratives, individuelles ou collectives, qui s'imposent avec la plus grande fermeté. Et je vous rappelle que cela peut aller jusqu'à la radiation et à l'exclusion des championnats. La rumeur se propage, le doute s'installe. Le match de la montée aurait-il été arrangé? Ce nul, un but partout qui offrait la promotion à Caen et le maintien à Nîmes, était-il truqué? Ce qui est sûr, c'est que les longues séquences de conservation de balles pendant les 20 dernières minutes en ont interloqué plus d'un. C'est un match particulier où il ne se passe pas grand-chose dans ce match-là, où on a le sentiment que les deux camps temporisent et ne jouent pas vraiment le match dans un intérêt sportif potentiellement commun. Ce qui est normal. Ce qui n'est pas ahurissant, en tout cas sur le moment. À l'origine de l'affaire, des écoutes téléphoniques visant le président nîmois pour une enquête sur un cercle de jeux mafieux. C'est un hasard si les enquêteurs et la presse exhument des conversations avec Jean-François Fortin. L'historique président du Stade Malherbe est placé en garde à vue. Alors comment j'apprends ça? Tous les matins, moi, avant de venir au stade, je m'arrêtais au Bayeux. C'est un bar où j'achetais mes journaux et je buvais mon café. Et je reçois un coup de téléphone. Je suis chez moi, je me lève à 7 h comme d'hab. Bonjour, monsieur Garand, oui, vous êtes où? Il m'a dit, je suis en train de boire un café, mais vous êtes qui? Et puis je regarde mon tel, je vois Patrice 7 fois, des gens 7 fois. Je dis, oh, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'est tué dans la nuit ou un truc. J'ai pensé tout de suite à ça. Alors, commandant, commissaire, je ne sais pas ce qu'il dit, enfin voilà. Il m'explique le truc. J'ai dit, vous plaisantez, c'est une plaisanterie. Il me dit, est-ce que j'ai l'air de plaisanter, monsieur? Donc dépêchez-vous, on vous attend. Et je rappelle pas, il me dit, viens vite, il y a... Jean-François est en garde à vue. Et là, je suis sous choc et tout. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est très dur, ouais, très dur. Et puis, quelque part, vous êtes désemparé, hein, parce que d'abord, dans un premier temps, j'y croyais pas. J'étais convaincu quand ils m'ont pris que j'allais aller à Caen, mais qu'il y avait une erreur profonde et puis que j'allais rentrer chez moi l'après-midi même, quoi. Mais quand c'est parti et tout ça, que je me suis vu après emmener à Paris et tout le truc, j'ai fait quand même 2 nuits de tôle, hein. S'ensuit une déferlante médiatico-judiciaire sur le Stade Malherbe et ses dirigeants. Non, je peux pas faire. Non, je peux Tu pas. parles quoi? Ah. Tu pourras nous parler demain. On n'est pas du tout habitué à des faits divers comme celui-ci. Et donc, ça tranche un peu avec le quotidien habituel du Stade Malherbe. Un gros emballement médiatique, ça correspond aussi à une période où Jean-François Fortin est fragilisé. Il le vit très mal, personnellement, intérieurement, d'être mis en cause, que son intégrité soit mise en cause aussi. Je ne comprends toujours pas pourquoi Jean-François Fortin a été incriminé. Et, enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Et évidemment, ça a eu des conséquences. Quand l'affaire est sortie, et évidemment, ça aura des conséquences plus tard, quand Jean-François, pendant, si j'ai bonne mémoire, 6 mois, ne peut plus mettre un pied au club. Interdit d'exercer son rôle de président, Jean-François Fortin confie les clés du Stade Malherbe à Xavier Gravelaine. Ex-joueur mythique du SMC, devenu consultant télé, il n'est alors revenu au club que depuis 6 mois, nommé directeur général d'une manière un peu particulière. Il y a plusieurs actionnaires qui apprennent la nomination de Xavier Gravelaine en tant que directeur général à leurs dépens et non de la bouche de leur président. Et ça crée d'emblée un fossé en 2014 qui va sans cesse grandir. J'aime plutôt le dialogue, je suis plutôt un homme de dialogue. Mais à un moment, il faut quand même prendre des décisions. Donc j'avais évoqué, c'est tout. Et puis un jour, j'ai pris la décision. Seul? Ouais. Voilà. La période est délicate en coulisses, mais aussi sur le terrain. À la trêve, Caen est bon dernier de Ligue 1. Il y a un groupe de joueurs qui est là, mais on sent qu'il y a des non-dits, il y a des doutes. Mais c'est toujours un petit peu le cas quand vous avez un groupe qui fait monter une équipe et puis qu'après il y a des joueurs de l'extérieur qui viennent. Puis quand il n'y a pas les résultats, ça devient effectivement compliqué. Acculé, Malherbe fait appel au service d'un coach mental un peu spécial. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe ne se trouve pas dans l'entreprise, sur le terrain? Eh bien, c'est parce que l'âme de cette équipe a disparu.
Et mon travail, c'est de retisser un peu les liens entre les différentes personnes qui composent cette équipe. Bonjour Maurice. Merci de nous recevoir. J'ai rencontré l'équipe. 25 joueurs dans un salon et puis on a fait un premier audit. On a travaillé pendant 3 jours avec l'équipe. J'avais des séances les matins. J'ai emmerdé les joueurs, je les ai un peu bousculés dans ce sens où je les forçais un peu à sortir de leur ego. Mais tout ça pour permettre aux gens de se reconnecter, de se faire confiance entre eux. Et ils ont pu reconnaître leurs collègues autrement que le footballeur, mais l'humain, quoi. Et ça a tout changé. J'ai vu du jour au lendemain, moi, des joueurs transformés. Contre toute attente, Malherbe se relève. Les Rouges et Bleus enchaînent 8 matchs sans défaite, dont 5 victoires. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris de certains, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de que je leur apporte ou qu'ils m'apportent, ou toutes ces choses-là. La remontée fantastique est lancée. Il y a une espèce de chef d'orchestre qui avait au-dessus de l'équipe à ce moment-là. C'était extraordinaire. Déjà, il y a des résultats. On a réussi à retrouver une certaine cohésion sur le terrain. On se bat plus les uns pour les autres. On fait plus les efforts les uns pour les autres. Et là, quand on est remonté. Et là, les salariés, le COP, la ville, et puis même nous, on commençait à dormir un peu plus avec Pat. L'apogée de la saison, une victoire 3-0 contre Lyon, alors en course pour le titre. Inespéré, le maintien est en poche. La joie sur le terrain est accompagnée d'un soulagement en coulisses. Blanchi par la Ligue, le président Fortin peut revenir aux affaires. Moi, j'avais pas de doute, mais oui, c'est un grand soulagement pour tout le monde et ce n'est que justice. Cette affaire, elle est close. On en a subi un préjudice. On ne va pas en parler 10 ans parce que derrière, il y a d'autres objectifs. Le SM Caen entame la saison suivante, pied au plancher. Irrésistible, la bande à Ferré, Delors et Rodelin réalise une première partie de championnat époustouflante et tutoie le podium jusqu'en décembre. Au final, c'est une 7e place inimaginable, le meilleur classement de l'histoire du club depuis l'arrivée du stade d'Ornano. Caen profite de cet état de grâce pour préparer sa mue. Le projet 2020 est échafaudé par le tandem Gravelaine-Fortin. Changement de logo, d'équipementier, mise en conformité et embellissement du stade, modernisation des infrastructures d'entraînement, le SM Caen veut entrer dans une nouvelle dimension. Si on est là ce soir, c'est parce que je crois qu'on arrive de plus en plus à cette finalité que l'on recherche depuis longtemps, installer le club, le Stade Malherbe en Ligue 1 et durablement. Un projet accompagné par la mairie dans un tout nouveau partenariat. C'est avec eux qu'on avait mis en place cette convention qui prévoyait que la ville accompagne le club dans son développement en termes d'infrastructure. Donc, de mémoire, 3,5 millions en matière d'accompagnement en termes d'investissement. La mise à disposition du stade pour une durée longue. Les dirigeants affichent alors une grande ambition. Installer le SM Caen durablement entre la 8e et la 12e place de Ligue 1. Le Stade Malherbe de Caen n'a jamais été calibré, structurellement parlant et financièrement parlant, mais c'est un autre sujet, pour être un top club de Ligue 1. C'est pas audible. Quand on fait 7e avec Patrice Garand d'une année, c'est là qu'est le miracle. C'est une anomalie positive, mais c'est là qu'est le miracle. L'âge d'or du Stade Malherbe de Caen sur la version sur ces dernières saisons, à savoir qu'en 2015-2016, le Stade Malherbe de Caen finit 7e, la plus belle saison depuis l'arrivée du stade d'Ornano en 93. Donc, où effectivement, c'était une très belle période. Il y avait énormément de stabilité, que ce soit par rapport au staff ou que ce soit par rapport à la direction. Et ça s'est un tout petit peu compliqué sur les années suivantes. Le Stade Malherbe se voit-il alors trop beau? Chiffré à 11 millions d'euros, le projet 2020 fait grincer les porte-monnaies des actionnaires. Je suis assez fier parce que j'ai réussi à mes actionnaires
à faire passer le pas. Et comme ils étaient ambitieux, on a passé le cap. C'était tant mieux. Tant mieux pour le club et tant mieux pour nous. Et effectivement, c'est un projet qui a été, si j'ai bonne mémoire, un des éléments de friction entre, à l'époque, Xavier Gravelaine, qui y tenait beaucoup, et puis un certain nombre des actionnaires qui considéraient que c'était un investissement quand même trop important par rapport à ce que ça pouvait apporter en termes de progression supplémentaire pour le club. L'élément central du projet, le plus onéreux, un bâtiment flambant neuf dédié aux professionnels, ne verra jamais le jour. En réalité, ce n'est pas tant le projet, mais plutôt Xavier Gravelaine lui-même qui cristallise les tensions. Très clairement, Xavier, non pas comme joueur, non pas comme directeur sportif, comme directeur général, on voyait ça d'un mauvais œil. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'avait pas les compétences. Il connaissait le football, mais de là à être patron, directeur général d'une entreprise de plus de 100 salariés à 30 ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est juste pas possible. Et finalement, la réalité l'a démontré. Ce qu'on craignait, c'est réalisé. On lui reproche un management difficile, des relations humaines compliquées avec beaucoup de gens en interne. J'ai toujours été comme ça. Quand il y a un nœud, j'appuie toujours où ça fait mal parce que c'est là que ça avance. C'est quelqu'un qui était sur le terrain déjà volcanique, qui a gardé ce tempérament volcanique dans sa façon de faire dans les bureaux. Et du coup, ça crispe un petit peu les relations en interne avec les salariés, mais aussi principalement avec les actionnaires. Ce plan management, des départs de cadres majeurs de l'entreprise. Je leur ai dit, les conseils, je les écoute, les leçons, vous pouvez les repasser. Si j'ai été obligé de répondre ou leur parler comme ça, c'est qu'eux aussi, ils ont peut-être manqué un peu de respect à mon CV. Entre les dirigeants, le fossé ne cesse de se creuser. En 2017 et 2018, jusqu'au point de non-retour. Jour de révolution au Stade Malherbe de Caen. C'est désormais une certitude, Jean-François Fortin ne sera plus ce soir. Le président du Stade Malherbe de Caen, contraint et forcé de quitter son poste, poussé vers la sortie par une majorité des actionnaires du club. Après 16 ans de présidence, Jean-François Fortin est évincé. Je suis très ému, vous ne savez pas le plaisir que ça me fait. Je vous adore tous. Allez, salut. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il est nécessaire d'expliquer le fonctionnement collégial de l'actionnariat du SMC depuis le début des années 2000. 13 partenaires qui sont issus du milieu de la pharmaceutique, de l'hôtellerie, des activités aquatiques. On a tout un panel d'entrepreneurs normands qui, jusqu'à maintenant, avaient réussi à cohabiter parce qu'ils trouvaient tous leurs intérêts. Et il y a quelques points de rupture qui font que ça cohabite plus. Oui, allô? Un ancien actionnaire, parti avant le changement de gouvernance, a accepté de nous raconter sa version de la scission. 2000 à 2012, les choses se passaient plutôt intelligemment. L'équilibre de prise de décision au directoire était bien encadré par un conseil de surveillance qui prenait part aux décisions. Okay. Et Jean-François Fortin jouait ce jeu. Et personnellement, vous la situez où, la rupture? On va dire que radicalement, à partir de 2011-2012, Jean-François a perdu cette collégialité. Les indemnités de licenciement de Franck Dumas, arrivé Xavier Gravelaine, ont été présentées comme des faits établis au directoire et au conseil de surveillance. Et à partir de ce moment-là, c'était très tendu. Alors je sais qu'il a une très belle image et ça a été un grand président, je ne le nie pas, mais il s'est laissé embarquer par la folie du football, on va dire. Qu'on me dise, ah oui, t'aurais dû nous faire voter ou t'aurais dû nous faire... Vous savez, j'avais tellement l'habitude de ne pas avoir de réponses très précises. Les réponses, vous les avez une fois que vous avez pris, vous, la décision. Si ça marche, les mecs, ils vont te dire qu'ils sont d'accord. Si ça marche pas, ils vont te dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Jean-François Fortin, quand il était mis un peu en difficulté sur le cas Dumas ou sur le cas Gravelaine, il disait, bah ouais, bah, à ce moment-là, moi j'arrête d'être président, vous avez qu'à y aller. Mais sauf qu'il y a un moment, c'est arrivé. Et ce moment, c'était en 2018 où ils ont dit, bah oui, là maintenant, on n'est pas d'accord. Et on va se débrouiller. Ah, bah là, c'est une déflagration. La bataille fait rage. Deux camps s'affrontent. D'un côté,
Les pro-fortins, progressistes, ils veulent tout révolutionner, estimant qu'il faut prendre le virage du bouleversement économique du football moderne. De l'autre, les conservateurs, autour de Gilles Sergent, se battent pour maintenir le modèle d'actionnariat local, symbole de stabilité depuis 20 ans. Toutefois, pour le président en place, leur motivation serait ailleurs. Je vous dis tout net, et je pense que ça s'est passé comme ça à Caen. Je pense qu'il y a des gens qui veulent être reconnus dans la cité. La démarche, elle est celle de dire, si je suis président, alors, quand je vais me balader dans Caen ou ailleurs, ben on va me reconnaître. La réalité, c'est pas celle-là, c'est un désaccord sur uniquement les 2-3 dernières années de fonctionnement. C'est tout sauf un putsch individuel. C'est la majorité des actionnaires, chefs d'entreprise normands, qui ont dit on ne peut pas continuer comme ça. Le clan Jean-François Fortin l'a largement emporté en termes de communication parce que le terme putschiste, ça s'est marqué à vie pour ceux qui ont débarqué Jean-François Fortin et la direction de l'époque. Mai 2018, Jean-François Fortin gagne la bataille de l'opinion, mais perd la guerre interne et son trône. Dans les hautes sphères, l'atmosphère est délétère. Sur la pelouse, les performances s'en ressentent. Caen n'arrive plus à gagner et dégringole au classement. À partir du moment où c'est le flou total sur le club et que ça commence à sortir un peu de partout, les premiers qui sont perturbés, c'est aussi les joueurs. Parce que les joueurs, ils ont alors sous contrat, pas sous contrat, il reste 1 an, il reste 2 ans, il reste 3 ans. Mais avec qui, pour faire quoi? Les agents des joueurs qui essayent de venir aux informations, ils en ont, des fois ils en ont des fausses. C'est tout un contexte qui fait que vous avez tout ce qu'il ne faut pas pour être performant. La crise est profonde, dans toutes les strates du club. Pourtant, dans un ultime baroud d'honneur, Patrice Garande et ses joueurs réussissent à se maintenir en Ligue 1, en tenant en échec le Paris Saint-Germain champion de France lors du dernier match de la saison. Un maigre lot de consolation pour Jean-François Fortin, qui part en rockstar. La page qui se tourne est écornée, déchirée. Un chapitre entier de l'histoire du Stade Malherbe se referme. La suite s'écrit en pointillé, avec une nuée de points d'interrogation. À l'été 2018, désormais à la barre du SM Caen, Gilles Sergent et sa bande établissent à la hâte leur propre plan d'attaque pour les prochaines années. Ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est la notion d'équipe. On souhaite lancer une démarche d'ouverture de capital vers les supporters. Ces bien belles promesses ne seront pas tenues, car diriger un club de football professionnel ne s'improvise pas en quelques semaines. Les nouveaux hommes forts du Stade Malherbe vont vite s'en rendre compte. Ils sont intervenus au moment où, forcément, vous changez toutes les pièces du club, au moment où l'équipe également arrivait sur une fin de cycle. Il y avait toute une nouvelle équipe à reformer, avec tout un staff à réinstaller, et en même temps, la prise de contrôle d'un club que vous ne contrôliez finalement pas auparavant. Donc il y avait une prise de risque à tous les niveaux, et ça n'a pas été très payant. Dans l'équipe dirigeante néophyte, s'est greffé un nouvel entrepreneur local, patron de fast-food. Bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour une interview avec Fabrice Clément. Oui, bien sûr. Je vous laisse avancer au prochain guichet, merci. Avec le recul, il pose un regard critique sur les décisions de l'époque. Une des plus grosses erreurs qui est faite à ce moment-là, c'est peut-être une impréparation, un manque de préparation de ce qu'on allait avoir à faire. Et puis je crois aussi au niveau de l'équipe pro, c'est que quand on est débutant, président, peut-être qu'il faut un staff pro pas débutant. Et j'adore Fabien Mercadal, c'est un super type, mais il fallait peut-être trouver un staff ou en tout cas un entraîneur expérimenté. Pour succéder à Patrice Garande, resté 6 ans sur le banc malherbiste, Gilles Sergent mise donc sur Fabien Mercadal, qui n'a jamais
coacher en Ligue 1. Je ne vais pas dire que je m'y attendais, mais je travaille depuis des années pour ça. Il a réussi son entretien d'embauche, un coach 2.0 qui était passé par les niveaux inférieurs, mais qui plaisait bien. Seulement, prendre un coach comme ça, qui n'a peut-être pas les réseaux de connaissances de joueurs, d'agents pour proposer des joueurs, c'était peut-être un peu compliqué aussi. Ça faisait un peu trop de nouveautés. Et puis, c'est clair qu'il faut être préparé à la Ligue 1 et au contexte qu'il peut y avoir. Et Fabien Mercadal a rapidement été en difficulté. Paris raté. Malgré un début de saison enthousiasmant, un jeu spectaculaire, les espoirs sont vite douchés par le manque de résultats. L'automne arrive, le temps se gâte pour Malherbe. Une mauvaise série de 9 matchs sans victoire fait dégringoler le club dans la zone rouge. L'hiver est encore plus rude. Mercadal est dans le brouillard. Il y a le feu au classement et dans les vestiaires. Gilles Sergent fait alors appel à un pompier de service de renom, Roland Courbis. Dans un contexte, pas de bricolage mais pas loin, d'apporter un soutien à Fabien Mercadal, mais en fait c'était plutôt Roland Courbis qui tenait la barre et qui décidait un peu de tout. C'était aussi un engagement onéreux, mais c'était une opportunité de pouvoir maintenir le club. Il y avait un duo de personnalités, des personnalités très différentes. Donc Roland apportait la relation média qu'il maîtrise à 200%. Certains joueurs, je me demande si vraiment ce sont les mêmes que j'ai pu connaître. Mais la magie n'opère pas. Le Drakkar continue de sombrer. Bon, à l'arrivée, la seule chose qui compte dans le sport, c'est que ça n'a pas marché. Ce n'est pourtant pas passé loin. Alors que tout le monde pense le SMC condamné à la relégation, les joueurs se réveillent, gagnent 4 matchs sur 6 et s'offrent une nouvelle finale pour le maintien lors de la dernière journée, comme lors des 2 saisons précédentes. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. À Dornano, Bordeaux s'impose 1-0. Après 5 saisons dans l'élite, Caen retombe en Ligue 2. Moi, ça fait 35 ans que je viens au stade, j'ai jamais vu un fond de jeu aussi pauvre. On a eu personne ne s'est excusé, ça fait mal quoi. De toute façon qu'on est toujours derrière eux, on a toujours été là. C'est un vrai gâchis. Des gens ont pris le club, ont voulu le prendre à tout prix, avec des méthodes pas très catholiques. Ils n'avaient aucun scrupule pour prendre le club, ils l'ont détruit. Il a fallu juste une saison pour que le club se casse la gueule. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. Gilles Sergent, oui, au niveau des supporters, au niveau de l'image du club, il a incarné cette nouvelle direction et c'est vrai qu'il aura de la difficulté à se faire entendre auprès des supporters s'il reprend la parole par rapport à ces épisodes. Ça a été 10 fois pire que ce que j'imaginais. Et pourtant, encore une fois, je suis impliqué dans le club pendant 15 ans, c'est pour ça que je sais. Mais ça a été bien pire que je ne pensais. Voilà, et clairement, j'ai eu du mal à m'en remettre. Qui sera le président? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous pensez continuer, monsieur Sergent? Je vais pas répondre à votre question. J'ai dit c'est pas l'heure des conclusions, c'est pas l'heure. Humainement, c'était une saison dure. Plus que ça. Bonsoir. 1 an à peine après son intronisation, Gilles Sergent prend la porte. Bonsoir. Je trouve que Gilles, il a pris des trucs dans la tronche, mais immonde vraiment. Mais quand on est à un poste comme celui-là, on est exposé, très exposé. Vous savez quoi, je vais vous dire, je savais très bien qu'ils allaient se planter. Ils y connaissaient rien. Ce qu'ils ont fait là, c'est magnifique. Hein. La stabilité a complètement explosé. J'ai fait des erreurs, bien évidemment. Il y a eu un certain nombre de boulets qu'on a traînés. Et je ne suis pas sûr que les boulets, c'est nous-mêmes qui les avons mis à nos pieds. À l'intersaison 2019, une question est sur toutes les lèvres. Qui osera succéder à Gilles Sergent après pareil fiasco?
au moment où ça s'arrête, voilà, on fait quoi? Encore une fois, les actionnaires entre eux, c'est un carnage, ça se passe pas bien, on fait quoi? Donc moi je dis, je lève le doigt, je vais bien y aller. Je pense qu'il a eu le courage de succéder à Gilles Sergent, qui était forcément très compliqué à ce moment-là, vu la situation du club. Ancien homme fort de l'US Granville, Fabrice Clément reprend la main et tente de pacifier le club. Lui aussi doit tout reconstruire, lui aussi va se tromper. Je prends Rui Almeida, il connaît bien la Ligue 2, il a cette expérience-là. On prend des joueurs de Brest qui venaient de monter en Ligue 1, on prend des joueurs de Metz qui venaient de monter en Ligue 1, Anthony Gonçalves qui venait d'avec Strasbourg de faire une vraie saison. Donc on prend une colonne vertébrale, des cadres pro justement pour encadrer le truc. À la fin du mercato, tout le monde me dit Fabrice, bon choix de coach, bon choix de joueur, le truc est pas mal fait. Ça, c'est pas si bien passé que ça. Caen digère mal son retour en Ligue 2. Les recettes du chef Almeida ne passent pas. Après 10 matchs sur le banc, une seule victoire, le coach portugais est remercié. Voilà, mais le foot quoi. Pour inverser le sort, un visage bien connu du football français débarque en Normandie. Le fantasque Pascal Duprat arrive pour sauver le SMC d'une deuxième relégation en un an. Je suis montagnard. Nous avons l'habitude, nous les montagnards, pour ceux qui auraient le vertige, de conseiller à ne jamais regarder le vide. Parce que si vous regardez le vide, ça vous précipite. Alors en montagne, on regarde au-dessus de sa tête. Cette fois-ci, la méthode fonctionne. Avec sa poigne et sa verve, l'entraîneur savoyard relance le Stade Malherbe. Début 2020, Caen retrouve des couleurs. Mais la pandémie de Covid-19 stoppe net l'embellie. Les championnats de football sont suspendus et les joueurs des équipes confinés. Comment, dans ces conditions, garder la forme et le mental en attendant la reprise pour laquelle il n'y a aucune date de fixée? Arrive alors une longue période de doute qui va conduire à de nouveaux grands bouleversements. Dans la noirceur de l'incertitude, un homme va s'élever de la mêlée pour sauver le club du péril. Pierre-Antoine Capton, patron de Media One, un mastodonte international de la production de films, de séries, d'émissions télé. Il est arrivé au SM Caen en 2015, coopté dans le club des actionnaires par Jean-François Fortin. Quand j'ai rencontré Pierre-Antoine Capton, c'était l'ancien Canet qui rêvait d'être au Stade Malherbe parce que son oncle avait joué au Stade Malherbe. Que le gamin qu'il était se souvenait d'aller à Venoy voir les matchs et puis tout ça. Donc c'était quelqu'un de la famille, quoi, pour moi. 2 ans après le revers du putsch, il réapparaît tel le Messie, alors que le club est en grande difficulté financière durant la crise sanitaire, mais tourne le dos à ses anciens compères. Je me rappelle de ces mots, et puis je vois la réalité. C'était quoi ces mots? C'était des mots où on se retrouvera, on reprendra ça, voilà. Je pense que lui a trahi Jean-François. Moi, j'ai eu une période avec Pierre-Antoine Capton où on se parlait au moins 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on ne se parle pas 2 fois par an. Afin d'éviter au club un dépôt de bilan, Pierre-Antoine Capton s'associe avec le fonds d'investissement américain Oaktree. Mais pour bâtir le futur, le nouvel homme fort du club doit faire table rase du passé. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Pierre-Antoine Capton. D'accord, je vais prendre votre nom et prénom et je vais prévenir de votre arrivée. Si à l'époque, j'avais eu l'idée ou si je proposais de venir avec Jean-François Fortin ou Xavier Gravelaine, jamais les actionnaires n'auraient vendu leur part, et jamais Oaktree n'aurait investi dans le club. Et je pense que le club aurait déposé le bilan, que tous les salariés auraient été licenciés et que le club serait reparti au niveau amateur. Donc non, après, chacun peut raconter l'histoire qu'il a envie d'avoir. Ce que je sais, c'est que je l'ai fait pour la survie du club
et que Olivier Piqueux était la bonne personne à ce moment-là pour reprendre le club. C'est donc à un ancien joueur du club, Olivier Piqueux, qu'il confie la tâche de reconstruire le Stade Malherbe. À l'époque, il était question qu'ils prennent Monaco ou Marseille, donc avec une très forte réputation. Son credo, écrire le futur en s'inspirant du passé. J'ai eu cette chance de jouer ici, j'ai connu des moments exceptionnels, donc j'ai besoin que tout le monde s'approprie de nouveau l'atmosphère. Sur le terrain, la saison est déjà entamée. Et les résultats sont plutôt bons. Caen est sur le podium en novembre. Bientôt en fin de contrat, Pascal Duprat sollicite logiquement une prolongation. Mais le président refuse. On va pas se le cacher, Olivier Piqueux, il voulait pas travailler avec Pascal Duprat. Non. Il voulait ramener son équipe à lui. Oui, ouais. C'était deux forts en gueule, deux fortes personnalités. Il y a eu une mésentente très forte entre les deux et on ne pouvait pas imaginer que derrière ça allait être très compliqué. Les mois qui suivent sont terribles. Les tensions s'étendent au vestiaire. Caen ne remporte que 2 victoires en 6 mois et chute dans la zone rouge. Pascal Duprat est limogé. C'est à Fabrice Van de Putte, entraîneur de l'équipe réserve, qu'il revient de sauver le club d'une relégation en nationale. Si vous gagnez pas, on est là, bâtard! Sous la pression des supporters, privé de stade pour raisons sanitaires, Caen défie Clermont dans un ultime match décisif. L'équation est simple, gagner pour éviter les barrages de maintien. Le peuple rouge et bleu va vivre une soirée de montagnes russes émotionnelles. Malgré les vents contraires, les malherbistes trouvent la force d'ouvrir le score. Mais déchantent à la 89e minute. Il reste alors une poignée de secondes à jouer. Anthony Gonçalves arrache un penalty. Le coup près est passé près, mais Malherbe est sauvé. Ça n'a pas été une année facile, mais le Stade Malherbe l'a fait. Je ne veux même pas dire que c'est les joueurs, c'est tout un club, des supporters. On savait que le projet allait être compliqué, on savait que ça allait mettre du temps. Ce club, il a vécu 4 ans d'enfer. Et donc aujourd'hui, on repart dans une nouvelle histoire. L'été 2021 marque le début du véritable projet Capton Octree. Olivier Piqueux attire son grand ami Stéphane Moulin. L'équipe qui a fait les beaux jours du SCO d'Angers duplique son projet victorieux en Normandie et se donne 3 ans pour réussir. Moi, je ne suis pas venu ici pour jouer le maintien en Ligue 2. Je suis venu ici pour contribuer à redonner les lettres de noblesse du club. À mes yeux, c'est le seul moment depuis le putsch que le Stade Malherbe avait réussi à retrouver de la stabilité, un fil conducteur et quelque chose qui pouvait le ramener en Ligue 1. C'est la période Moulin, où on sent vraiment qu'il y a une progression sportive et qu'il y a quelque chose de construit sur le terrain. L'espace de 2 saisons, le Stade Malherbe renaît, retrouve une âme, redonne des sensations à des supporters toujours plus nombreux en tribune. Moi, je suis persuadé que s'il y avait une 3e saison de Stéphane Moulin, je ne dis pas qu'il y aurait une montée en Ligue 1, mais Malherbe se serait mêlé à la lutte pour la Ligue 1. Lui en est persuadé aussi. L'équipe s'améliorait au fil des matchs, l'équipe s'améliorait au fil des semaines. Il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir prétendre à plus. Et je pense que ce quelque chose, on aurait réussi à le trouver. Mais Stéphane Moulin a donc écourté l'aventure. Le décès tragique de son épouse en est une cause, mais la détérioration de son amitié avec Olivier Piqueux demeure la raison principale. Ouais, tout ça a été absolument terrible. Et ce moment-là, il y a eu une cassure dans le club. C'était la fin d'une histoire. Par moments, il y a des choses qui vous échappent. Et là, ça a été le cas. Vous savez, c'est comme des couples. Il y a des moments, il y a des couples qui vivent bien pendant des années, puis à un moment donné, ça ne marche plus. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Voilà. Et après,
Une fois que les choses sont faites ou que les choses sont dites, il faut vivre avec et c'est ça qui est difficile. Pour le remplacer, le tandem Capton-Piqueux mise sur Jean-Marc Furlan, le recordman de montée en Ligue 1. L'histoire commence comme une idylle. Elle ne sera qu'une amourette d'été sans lendemain. On est à notre 4e défaite, donc c'est assez dramatique, quoi, voilà. Une terrible période de 3 mois sans victoire renvoie le Stade Malherbe vers des démons qu'il pensait avoir chassés. Encore une fois, il faut tout recommencer. Et à ce moment-là, il n'y avait plus qu'une option qui s'offrait à nous, qui était celle qui, depuis pas mal de temps, frappait à la porte, qui était celle de Nicolas Sob. Je me souviens d'avoir rappelé Nicolas en lui disant « c'est le moment et c'est à toi et déconne pas ». Et là, dès le match suivant contre Bastia, je crois qu'on gagne sur un but un peu à l'arrache. Et je l'ai vu dans les vestiaires, dans son discours. Je l'ai trouvé très impressionnant. Et je me suis dit, c'est une longue histoire qui démarre et il est à la place où il aurait dû être depuis longtemps. 7 ans après la fin de sa carrière emblématique de joueur, l'ancien capitaine des Rouges et Bleus fait des miracles. En 6 mois, il redresse l'équipe jusqu'à la mener aux portes des barrages d'accession à la Ligue 1. Mais alors que la dynamique est repartie sur le terrain, en coulisses, un nouveau chambardement se prépare. À la une de l'actualité ce mardi, le Stade Malherbe-Caen est donc en passe d'être racheté par Kylian Mbappé. C'est l'incroyable nouvelle de l'été 2024. Champion du monde, capitaine de l'équipe de France, superstar du foot mondial, Kylian Mbappé s'offre le Stade Malherbe pour 20 millions d'euros. Là, ça fait un bruit énorme à l'échelle du SM Caen. Ça dépasse largement les frontières de la Normandie. Le SM Caen fait parler de lui en Ligue 2 grâce au prisme et à la lumière de la famille Mbappé. L'incarnation du nouveau projet, c'est lui, Ziad Hamoud, nouveau président. Merci. L'idée d'investir dans le football français était une idée qui germait un petit peu dans l'esprit de Kylian. On a eu énormément de propositions à l'étranger. On s'est dit impossible d'investir dans le football étranger, il faut absolument qu'on investisse en France. Et le Stade Malherbe, qui a aussi un côté émotionnel et romantique avec Kylian, puisque c'est le club où il aurait dû s'engager, vous le savez, à un très jeune âge, a très vite raisonné. Et aussi, on a vu que le club traversait une période assez compliquée financièrement, qui aurait pu très vite le mettre dans une situation très délicate. 5 ans de Ligue 2, ça use un porte-monnaie. Et un fonds d'investissement, c'est tout, sauf une fabrique à billets. Octree a réabondé, mais Octree a servi de banque. Ils n'ont pas investi un centime supplémentaire que leur rôle de banquier dans le club. La Ligue 2, Pierre-Antoine Capton l'a toujours dit, le modèle économique ne permet pas d'être à l'équilibre, donc il faut accepter de perdre de l'argent. Et c'est vrai que des efforts énormes ont été faits sur la formation, diminution du nombre d'éducateurs, les salariés, ce plan de sauvegarde de l'emploi. Donc on est allé gratter, pas jusqu'à l'os, mais quand même on a fait beaucoup d'efforts financiers pour permettre d'essayer de chercher l'accession. Pendant 4 ans, Olivier Piqueux tente d'équilibrer les finances. Malgré quelques belles ventes, celui qui a été présenté comme le spécialiste du trading de joueurs ne fait pas de miracle. Sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans ce documentaire, l'ancien président n'a pas décroché. Il a préféré passer par message pour justifier son action et son bilan. Je suis arrivé en 2020 pendant le Covid avec un déficit structurel de 14 millions d'euros et un plan social à réaliser. 4 ans plus tard, je quitte le club avec un déficit de 10 millions sans pouvoir finaliser les ventes et le recrutement. Avec l'accord des droits d'image CVC, les clubs qui descendaient de Ligue 1 touchaient 14 millions d'euros quand le SM Caen ne percevait que 750 000. Évidemment, il y a certainement des choses que j'aurais pu mieux faire et je continuerai de faire mon analyse afin de progresser toujours et encore. Merci Olivier. Pouvons-nous caler une interview filmée pour le documentaire ? Bon,
On n'en saura pas plus de ce côté-là. Pour tenter de saisir les raisons de la déliquescence financière du club, nous sommes allés demander l'avis d'un expert en la matière. Bonjour Christophe. Bonjour Boris. J'ai besoin d'un spécialiste pour analyser la santé financière du Stade Malherbe. Pareil que je suis au bon endroit. On va essayer. Chaque année depuis 20 ans, Christophe Durand analyse les comptes du club avec ses étudiants. Est-ce qu'on peut dire que sur les dernières saisons, Caen a vécu avec un train de vie au-dessus de ses moyens? Oui. Oui, parce qu'on le voit dans les résultats. C'est-à-dire qu'au moment où M. Fortin arrête, on a 5 millions de bénéfices accumulés sur 10 ans. D'accord. Et là, les 5 dernières années, on perd 20 millions, ce qui est quand même important pour un club qui est en Ligue 2 avec des volumes financiers relativement faibles. Le club a vécu au-dessus de ses moyens avec l'espoir de remonter. La dernière saison qu'on ait, c'est pratiquement 24 millions de dépenses pour 16 à 17 millions de recettes. Donc là-dessus, on est vraiment dans une prise de risque très très importante de la part du club. Mais clairement, là il y a eu une dérive qui a été comblée par l'actionnaire suivant. Justement, avec le trou financier de l'an dernier, sans l'arrivée d'Mbappé, il se passe quoi? Le club est en cessation de paiement. Vraiment? Ah là, oui, sur ces volumes-là, on se retrouve dans une situation où vraiment, si le club n'est pas renfloué par ses actionnaires, par ses propriétaires, on est dans une situation de cessation de paiement sur ces volumes-là. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Que Malherbe est extrêmement chanceux? Oui, c'est une chance pour le club. Avoir un actionnaire solvable, prêt à renflouer parce qu'il a les reins solides, c'est quelque chose de très très important pour une entreprise de ce type. On l'a compris, avoir Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire est a priori une chance inouïe. Sauf que l'argent n'est pas un gage de succès. Sportivement, l'année de l'équipe Fagnon est catastrophique. Dans la précipitation, les dirigeants s'attellent à préparer le Malherbe de demain, mais délaissent un peu trop le Caen du présent. Sans directeur sportif, c'est un staff livré à lui-même qui doit gérer la saison. Des gens ont alerté plusieurs fois, attention, on n'est pas bien là, on a une équipe qui est un peu malade, attention. La réponse c'est non, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va le faire. On est avec vous, on va s'en sortir. Le positivisme, c'est important, hein, mais c'est clair qu'on n'a pas pris assez vite la mesure qu'on était vraiment en galère. Certaines décisions ont dû être prises plus tôt, d'autres différemment. Nous avons cru aussi, et pour moi c'est une des grandes erreurs en arrivant, que cette équipe-là, plus ou moins la même, à 95% que l'année dernière, allait tenir le choc de la transition, entre guillemets, du changement d'actionnaire. Ça n'a pas tenu. La faiblesse mentale de certains joueurs, l'engagement de certains joueurs et de l'équipe de manière générale m'a personnellement très déçu. Plombé par les résultats, par des joueurs capricieux, voire mutins, Nicolas Seub est limogé, remplacé par un illustre inconnu, Bruno Balthazar. Là, un entraîneur de D1 polonaise qui a une équipe 12e et qui a fait 13 clubs en 12 ans, c'est assez inquiétant. Donc après, on va voir ce que ça donne, mais les statistiques ne me rassurent pas des masses. Je sais que je ne suis pas un grand nom, personne ne me connaît. Personne ne sait c'est qui ce mec, Bruno Balthazar, le portugais, c'est qui lui? Cette défaite en autant de matchs pour Bruno Balthazar, et c'est un tournant majeur à mes yeux puisque c'est le moment où Malherbe passe de la lutte pour le maintien en étant en danger à un décrochage total. Derrière, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de gens dans les suiveurs en extérieur mais aussi en interne qui savent déjà que c'est trop tard. Pourtant, Kylian Mbappé, lui, veut encore y croire. Pour la première fois depuis sa prise de pouvoir, il se rend au chevet du club. Je voulais venir bien avant, mais c'était pas possible. Je pense être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens savent à quel point ça compte pour moi d'être ici et que le club a une place importante pour moi. Donc c'était important d'apporter mon soutien encore plus dans la situation actuelle. Ultime coup de poker, Michel Derzakarian arrive sur le banc. Mais trop tard, rien n'y fait. Mi-avril, Caen est humilié à domicile par Martigues, pourtant avant-dernier. La relégation en nationale est officielle. La réalité, c'est qu'avec 3 coachs différents, on arrive à la même conclusion. 3 coachs en plus avec des tactiques, techniques
et personnalités extrêmement différentes. Pour moi, ça en dit long quand vous avez 3 staffs qui passent et que les 3 staffs se cassent les dents, malgré quand même l'expérience de Michel Darzacarian, malgré le fait que Nicolas Seub avait fait des belles choses avec cet effectif la saison d'avant, faut peut-être regarder du côté des joueurs. Un énorme gâchis. Je crois qu'on était 18 000 à vouloir y croire ce soir, mais on avait 11 joueurs qui n'y croyaient pas. J'ai été très déçu de ce qu'on a montré ce soir-là. En plus de la défaite, il y avait ce sentiment d'avoir laissé tomber ces 18 000 personnes qui sont venues, qui ont payé leur place. Et ça vous reste gravé, ça reste en travers de la gorge. En une décennie, de la Ligue 1 au National, le SM Caen aura connu 5 présidents, 12 entraîneurs, beaucoup de changements, très peu de continuité. De bonne volonté sans doute, de mauvaises méthodes sûrement. Que ce soit par orgueil, inexpérience, condescendance, excès de confiance ou de zèle, tous ont une part de responsabilité dans la chute. Reste maintenant à reconstruire. On en est au début, on a énormément de travail à faire, il faut que les résultats sportifs suivent, on n'a pas de doute que ça va le faire et on espère emmener avec nous tout le monde. Dans cet avenir rempli d'incertitudes, une force majeure. Malherbe pourra toujours compter sur la ferveur populaire d'une région entière. On sera là. On sera là. On sera là. On sera là. On sera là.